La grotte de Sarinsmain est en cours de déplacement. Pour la reconstruire, ce sont les ouvriers communaux et le maire qui mettent la main à la pâte. Un chantier de plusieurs mois pour donner une seconde vie à la grotte de Lourdes. La ville de Sarreguemines plutôt fourmi que cigale. Le conseil municipal a approuvé hier 3 budgets primitifs, dont le plus important, le budget principal. Il a été présenté par les élus de la majorité comme un budget de transition, avec des investissements limités pour donner la possibilité à la municipalité d'améliorer son épargne nette et sa capacité de désendettement. Cette vision financière n'est pas partagée par l'opposition. Marc Feld et Nicole Müller-Becker ont voté contre le budget principal. Éric Bauer s'est abstenu. Fête de l'allemand. Les élèves du site biculturel Beach Val 12 ont célébré la 8e édition en chanson. Ils ont aussi présenté des danses et lu des histoires en allemand. La plaque de labellisation Parcours biculturel de l'école Baron de Günzer a été officiellement dévoilée. Portes ouvertes à l'école Ecréadis, l'occasion de dévoiler les nouveautés proposées dans cette classe dédiée aux enfants qui souffrent de troubles des apprentissages. Ecréadis met l'accent sur le développement personnel et la gestion des émotions. L'an prochain, un système de bourse devrait être mis en place grâce à du mécénat d'entreprise. Inclusion et sport adapté pour la jeunesse de Sarreguemines. Le Lions Club a organisé pour la première fois un événement sportif rassemblant des élèves de l'école Maud Fontenoy et des jeunes de l'Institut médico-éducatif. Un moment de partage autour du handisport pour sensibiliser aux différents types de handicap. Rififi dans l'écurie, c'est le titre de la nouvelle pièce de la troupe de théâtre de Rohrbach, Les Saltimbanques. Les 11 comédiens sont montés sur les planches pour 2 représentations de cette pièce en 2 actes, truffée de quiproquos et de situations cocasses. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on plongera dans l'histoire sur les traces d'un village disparu, Herbenstahl, situé près d'Egelsart et datant du XIIIe siècle. Aujourd'hui, seul subsistent l'étang et une chapelle. Passé, présent et futur se mêlent à Sarinsmain, où la grotte de Lourdes est en train de retrouver une seconde jeunesse. Et chaque matin, le maire met la main à la pâte sur le chantier. Reportage de Marie-Morgane Pires. C'est un édifice cher aux habitants de Sarinsmain, la grotte de Lourdes, probablement construite au début du XXe siècle. Elle est en train d'être reconstruite sur le parvis de l'église du village. Il y a encore quelques mois, elle était située ici, à l'angle de la Grande Rue et de la rue de la Sarre. La position initiale, c'était exactement, on voit encore les fondations de l'embase. Donc elle était là, très proche de la route. Et il y avait toujours des voitures garées devant cette grotte et c'était loin de là d'être un lieu de recueillement, quoi. Le maire a donc proposé au conseil municipal de déplacer la grotte. Pour cela, elle a dû être démolie, puis reconstruite avec les pierres d'origine. L'opération est effectuée en régie par le maire et les ouvriers communaux. Quand le temps le permet, on vient tous les matins de 8h à 9h30 à peu près pour déjà consolider avec du béton et maçonner une couche de pierre. On ne peut pas en faire plus, sinon ça va tomber. C'est pour ça que le chantier va durer 3-4 mois. J'ai proposé de la déplacer, donc je participe aussi à la reconstruction. Le chantier devrait se poursuivre jusqu'au mois de mai. À l'ancien emplacement de la grotte, une petite place avec un banc devrait être créée. Et ce chantier se déroule en parallèle des gros travaux d'enfouissement des réseaux actuellement en cours dans le centre du village. Un nouvel enrobé sera ensuite mis sur les routes. Les travaux devraient s'étaler encore sur plusieurs mois. On s'intéresse maintenant à la ville de Sarreguemines qui tenait son conseil municipal hier soir. En cette période de vote des budgets, il a beaucoup été question de chiffres. Guillaume Desmontailles a assisté à la séance pour nous la synthétiser dans sa chronique. Il n'y a pas que la finance dans la vie. Avant de parler du vote des budgets, intéressons-nous à d'autres points qui ont été débattus hier soir au conseil municipal de Sarreguemines. Avec la projection du documentaire. Tout d'abord, faisons connaissance. La ville de Sarreguemines a un nouvel archiviste. Donc dans la continuité de mon prédécesseur, je vais œuvrer à mettre en valeur le patrimoine de Sarreguemines et de ses alentours au travers de ses archives qui remontent à loin. Arthur Planche succède à ce poste à Charel Baudet. De nombreux points abordés hier soir concernaient la vie scolaire,
L'ensemble des élus a décidé de garder un rythme de 4 jours d'école par semaine. Ils ont également approuvé la fusion des écoles maternelles et élémentaires de la montagne supérieure en une seule école primaire avec une direction unique. La même décision a été prise au niveau des écoles du Blauberg, désormais réunies en une seule école primaire. L'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle a aussi fait l'objet d'un vote. La ville de Sarreguemines doit verser à cet établissement, sous contrat avec l'État, un forfait communal. Cette participation de la commune aux frais de fonctionnement de cette école a été considérablement relevée. Elle passe de 347 € par an et par élève, habitant à Sarreguemines et scolarisé dans cet établissement, à 1 972 € par élève en maternelle et 509 € par élève en élémentaire. Cela représente au total une somme de 152 766 € qui sera réévaluée tous les 2 ans. 2 anciennes figures du sport local ont également été honorées. Le stade d'athlétisme Pierre de Coubertin portera désormais le nom de Gérard Burg. L'ancien président de l'ASSA est décédé l'été dernier. Quant à Gilles Catani, l'entraîneur du cercle nautique de Sarreguemines, qui nous a quittés la semaine dernière, les élus du conseil municipal se sont levés pour honorer sa mémoire. Gros morceau du conseil hier soir, les budgets primitifs. Alors que faut-il retenir des discussions qui se sont déroulées hier ? On va commencer par une bonne nouvelle. Comme les élus de la Casque la semaine dernière, ceux de la ville de Sarreguemines, qui sont d'ailleurs parfois les mêmes personnes, ont décidé de ne pas augmenter la fiscalité. Les habitants qui y sont assujettis ne verront pas les taux des impôts directs locaux augmenter. On reste à 18,10 pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, 36,89 pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et 47,70 pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Attention toutefois, les habitants de Sarreguemines paieront plus car l'État a cette année encore décidé de revaloriser les bases sociales de 3,9% pour tenir compte de l'inflation. Alors ceci étant dit, à combien s'élève le budget primitif de la ville de Sarreguemines pour 2024 ? Alors, au niveau du fonctionnement, le budget principal s'élève à plus de 34 millions d'euros, en progression de près de 2 millions d'euros par rapport à l'exercice comptable précédent. Si on prend uniquement en compte les dépenses réelles, on est à 29 357 000 euros, donc 15 162 000 euros pour les charges de personnel et les frais assimilés. Les employés municipaux sont davantage payés en raison de plusieurs facteurs comme la revalorisation des points indiciaires, celle des bas salaires, la modification du RIFSEP ou encore la prime de pouvoir d'achat exceptionnel qui a été approuvé hier à l'unanimité. L'inflation est encore là et le maire de Sarreguemines veut accompagner le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Je vous propose de l'écouter. Je pense que nous sommes dans une tendance qui, effectivement, répercute, vous le voyez au niveau du budget, d'ailleurs les préconisations de l'État et les préconisations du gouvernement qui impactent notre masse salariale. S'il a été beaucoup question hier de pouvoir d'achat, cette hausse s'explique pas à elle seule l'augmentation des dépenses de fonctionnement. En 2024, il y aura davantage de virements d'effectuer de la section de fonctionnement vers la section d'investissement, 2 782 000 euros en 2024 contre 1 214 000 euros en 2023. Donc le budget de fonctionnement de la ville de Sarreguemines augmente. Qu'en est-il du budget d'investissement ? C'est l'inverse parce que ce budget diminue en passant de 11 500 000 euros en 2023 à 8 910 000 euros en 2024 selon le budget primitif qui a été présenté hier. Une baisse qui n'est pas du goût de l'opposition comme vous allez pouvoir l'entendre. Nous, ce qu'on préconiserait, c'est de rester au-dessus de 10 millions d'euros d'investissement. Vous citez souvent les villes alentours, c'est à peu près ce qu'elles font aussi. Et donc voilà, et on propose de travailler sur les 2 composantes donc de l'indice de capacité de désendettement pour pouvoir rester au-dessus de ces 10 millions d'euros de possibilités d'investissement et en ayant une meilleure maîtrise donc des dépenses de fonctionnement. Aujourd'hui, les organismes bancaires, quand vous les sollicitez pour un emprunt, ils vont regarder vos indicateurs. Et un des indicateurs, effectivement, mais ça a été dit, et on partage cette position-là, qui est la capacité d'autofinancement net, pas brut, mais net, donc qui a franchement baissé, qui est à 273 000 euros. Et de l'autre côté, effectivement, la capacité de désendettement qui est remontée à 9. Il faut qu'on améliore effectivement ces 2 indicateurs-là. On n'a pas toute liberté en tant que telle. Nous sommes bien, par rapport aux éléments de contrainte, dans une stratégie. Ça a été dit, une stratégie qui s'inscrit entre l'année dernière et l'année prochaine.
Autrement dit, la mairie de Sarreguemines a approuvé hier un budget de transition. Les élus ont en effet voté massivement en faveur du budget primitif. Il n'y a eu que 2 votes contre, ceux de Nicole Müller-Becker et de Marc Feld, et Eric Bauer, lui, s'est abstenu au moment du vote. Mais Guillaume, rassure-nous, il y a quand même des investissements prévus cette année à Sarreguemines. Oui, il y en a 300 000 € seront ainsi dépensés au stade du Hagwald, 260 000 € pour de l'achat informatique, 230 000 € pour la vidéoprotection, et qu'est-ce que j'ai dit? Vidéoprojection, oui, c'est ça, vidéoprojection, pardon, et 480 000 € en tout pour des travaux de voirie. Et qu'en est-il du budget annexe des parcs de stationnement et celui qui concerne les lotissements? Alors il n'y a pas beaucoup de suspense, mais bon, on peut dire que ces budgets ont également été adoptés avec une abstention, celle d'Eric Bauer. Autrement, au niveau de Marc Feld et Nicole Müller-Becker, ils ont voté pour. Alors tout cela, ça concerne les budgets. Est-ce que tu veux profiter de ta chronique pour évoquer une autre thématique? Oui, en bref, et ça y est, c'est fait. La ZAC des faïenceries est créée. Il s'agit d'une étape de franchie concernant la réhabilitation de cette friche grande de 33 hectares. Mais il faudra encore de nombreuses années pour voir cet immense chantier se terminer. Les élus n'en ont par exemple pas encore terminé avec les démarches administratives. Ce que l'on sait, c'est qui a été écrit et évoqué publiquement hier lors du conseil municipal, c'est qu'aucune autre grande surface supplémentaire s'implantera ici pour ne pas concurrencer le commerce de centre-ville et qu'à cet endroit, on devrait trouver à terme le musée du centre-ville, un nouvel équipement hôtelier, un nouveau parc urbain et un nouvel équipement culturel. Eh bien, merci Guillaume pour ta chronique et demain on s'intéressera aux décisions qui sont votées ce soir en conseil municipal à Bitche et c'est Marie-Morgane qui nous résumera la séance. On va maintenant justement à Bitche, alors pas pour de la politique mais pour de l'enseignement en allemand. Comme chaque année, les élèves du site biculturel Bitche Val d'Ouz ont montré leurs compétences dans la langue du voisin à travers des danses et des chansons en allemand. Plusieurs d'entre eux ont aussi lu des histoires qu'ils avaient retravaillées. Le spectacle avait lieu à l'occasion de l'opération Fête de l'allemand initiée par le conseil départemental. Emilia Zell y a assisté. Ça va mon ami, viens on va jouer comme la souche Jeudi, c'était la 8e édition de Fête de l'allemand pour les enfants du site biculturel Bitche Val d'Ouz. 150 élèves des écoles maternelles et élémentaires étaient réunis à l'école du Baron Kunstner. Les enfants ont présenté des danses, des chants et lu des histoires en allemand. Comme chaque année, les élèves des classes élémentaires ont réécrit certains contes pour enfants dans un allemand plus simple pour plusieurs raisons. En fait, ces albums, nous, la difficulté pour apprendre la langue allemande avec un public en élémentaire, c'est que leur niveau de langue est souvent en deçà des centres d'intérêt qu'ils ont à cet âge-là. Donc quand on travaille des albums qui seraient de leur âge, le texte est beaucoup trop compliqué. Et ça, on a ce problème-là déjà dès la maternelle. Donc tous les ans, on fait un petit travail. Les élèves d'élémentaire prennent un album existant, en conservent les illustrations, mais essayent d'adapter un texte pour qu'il soit compréhensible par les élèves de maternelle. Ça permet aux élémentaires de travailler la langue écrite, aussi de savoir présenter un texte. Et aux maternelles, ça permet d'avoir des supports compréhensibles qui seront ensuite réutilisables par les enseignants. Les CE2 et CM1 de l'école du Baron Kunstner ont réécrit l'histoire du Petit Chaperon Rouge. Les CE2 de l'école Pasteur ont réécrit l'histoire Le Loup et les couleurs. Et les CE1 de l'école Pasteur, Elmer joue à cache-cache. La présence d'élus était aussi l'occasion de dévoiler officiellement la plaque de labellisation Parcours biculturel de l'école Kunstner. En fait, il n'y a pas de grand changement, c'est simplement une reconnaissance des pratiques déjà mises en œuvre et qui correspondent à une charte biculturelle qui a été établie il y a maintenant 2 ans et qui permet d'identifier les écoles mettant en œuvre ce parcours biculturel. Donc c'est un parcours qu'on a depuis la maternelle sur Bitche, on a la chance d'avoir jusqu'en 3e et donc toutes les écoles biculturelles l'ont obtenu. Portes ouvertes de l'école Ecréadis, la structure sarregueminoise est spécialisée dans l'accompagnement d'enfants à besoins particuliers présentant des troubles des apprentissages. Elle a profité de cette journée d'accueil des familles pour annoncer 2 nouveautés. Reportage de Thibaut Desmerlet. Des nouveautés sont prévues du côté de l'école Ecréadis à Sarreguemines. Elles ont été présentées lors des portes ouvertes de cette année. Une dizaine de familles sont venues découvrir ce qui est proposé.
On va axer beaucoup plus le travail sur le développement personnel, la gestion des émotions, la reconnaissance des enfants de leurs propres difficultés en fait. On a un gros travail qui sera fait là-dessus, qu'on a déjà initié cette année. Une intervenante propose des séances de matinée dans la semaine en parallèle du reste du programme. Autre nouveauté, l'année prochaine, les familles pourront bénéficier d'une réduction des frais de scolarité. On va mettre en place un système de bourses grâce à des mécénats d'entreprises qui vont permettre pour 2 ou 3 enfants, peut-être plus si on peut, de réduire vraiment drastiquement les frais de scolarité. Elle sera basée sur le quotient familial et pourra faire passer les frais de scolarité jusqu'à 100 € par mois au lieu de 340 €. Les familles ont jusqu'au 30 avril pour faire parvenir les dossiers d'inscription. L'école a une capacité de 12 élèves et quelques dossiers ont déjà été réceptionnés. 7 élèves du CE2 au CM2 sont actuellement scolarisés. 2024, année du sport en France, les événements sur la thématique des Jeux Olympiques et Paralympiques s'enchaînent. Hier, un moment de partage autour du handisport s'est déroulé au gymnase Coubertin à Sarreguemines. Il était porté par le Lions Club de Sarreguemines. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Ça veut dire que j'ai le droit de faire 1, 2, et après je suis obligée de donner ma balle. C'est comme au basket en fauteuil, on n'a pas le droit de faire plus de 1, 2. Apprentissage des règles du basket fauteuil. Des élèves de l'école Maud Fontenoy de Sarreguemines et des jeunes de l'Institut médico-éducatif Le Himmelsberg ont passé une journée ensemble autour de différents sports adaptés. La finalité, c'est faire rencontrer des enfants ayant un handicap avec d'autres enfants dits ordinaires. Il faut pour nous, et c'est important, que les enfants prennent conscience du handicap des autres enfants en fait. Des athlètes de haut niveau étaient invités à prendre part à l'événement. Yannick Zepaniak, lutteur qui a participé aux Jeux Olympiques en 2004 et 2008, était présent pour cette journée sur la thématique des JO et du handisport. C'est toujours bien de partager avec des jeunes de sa propre expérience, et également parce que la lutte est très impliquée en fait dans une démarche avec la lutte adaptée. C'est la première fois que cet événement, financé par le Lions Club, est organisé. Avec une main tu tiens, avec l'autre main tu tends. Oui. D'accord ? Tu essayes de tendre le plus fort possible. Tu tends, tu vises, et quand tu le sens, tu lâches tout d'un coup sec. Une trentaine de jeunes y ont participé. Dans chaque équipe, des élèves de CE1 et CE2 et des adolescents de l'IME évoluaient ensemble. Les reporters qui étaient présents aujourd'hui ne savaient plus à un moment donné qui était en situation de handicap ou pas, donc je pense que la mission est accomplie. Et puis les enfants sont très heureux, donc voilà. La nouvelle comédie de la compagnie Les Saltimbanques a eu du succès à la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Bitches. 11 comédiens étaient sur scène pour cette pièce intitulée Rififi à l'écurie. Rire, quiproquo et situations cocasses étaient au programme. Thibaut Desmerlet a assisté au spectacle. Je remets mon fusil dans sa housse, il est toujours déchargé. C'est une question de sécurité. L'histoire se passe dans l'écurie de Philippe et de Sylviane, éleveurs de chevaux de course. Ils s'apprêtent à recevoir les futurs beaux-parents de leur fille pour un week-end. Et évidemment, cela ne se passe pas comme prévu. La nouvelle comédie en français en 2 actes des Saltimbanques a fait rire le public de la salle Robert Schumann à Rohrbach-les-Bitches. Les 11 comédiens de la troupe de la ville ont proposé 2 représentations. Avant de plonger dans le passé avec notre magazine Histoire d'Histoire, on va se tourner vers le futur proche pour découvrir les prévisions météo pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps.
Bonjour tout le monde, aujourd'hui on poursuit notre grande chasse aux œufs. Hier c'est Mario qui s'est rendu le premier à Rothes pour récupérer les chocolats. Et vous avez été très nombreux à me proposer ce village hier, alors aujourd'hui ce sera ici à Groß-Biederstorf qu'il faudra venir récupérer ce nouveau paquet. Je me trouve plus précisément sur la belle place de l'Europe, à 2 pas du pont de l'Amitié qui relie Groß-Biederstorf à Klein-Blittersdorf. Je cherche une petite cachette et on se retrouve après la météo. Pour demain, on va retrouver un ciel plutôt couvert avec de faibles pluies attendues dans la matinée. L'après-midi, le temps sera plus sec et le ciel se dégage légèrement. Côté température, les minimales iront de 4 à 5 degrés et les maximales de 6 à 7 degrés. Demain, nous fêtons les Habib et il fera jour de 6h18 à 18h55. Et voilà, le paquet est caché, c'est maintenant à vous de jouer. Et n'hésitez pas à me proposer d'autres communes si vous avez envie de me voir venir chez vous. Bonne chance à tous et à demain! Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Stirin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Vendel. Dans ce nouveau numéro d'Histoire d'Histoire, nous partons à proximité d'Egelsart, dans la vallée de l'Erbsental. Si les randonneurs ont pu découvrir une chapelle reconstruite, un bel étang et quelques autres traces du passé, peu connaissent l'histoire, celle qu'on raconte et qui date du XIIIe siècle, et celle qu'on connaît, plus récente, datant du XVIIIe siècle. Erbsental, le village disparu, un magazine réalisé par Sandrine Serbino, Francis Hoffman, Marc Huder et nos 2 conteurs de la Challe, Joël Beck et Émile Ettel. Ici, dans la vallée de l'Erbsental, certains racontent qu'une chapelle desservie par les moines de Sturzelbronn aurait été construite en 1394. D'autres parlent de granges disparues, allant même jusqu'à affirmer l'existence d'un village entier anéanti durant la guerre de 30 ans. L'Erbsental, jalonné par quelques traces du passé, dont une belle chapelle, est un écart d'Egelsart entre les collines boisées du Bissenberg, de l'Abstberg, de l'Erbsenberg et du Rothenberg. Coulé dans le lit de la Rothenbach, le domaine d'une longueur de 3 km s'étend sur 33 hectares des 2 côtés de la rivière. Il comprend un étang de 5,5 hectares, un cadre admirable pour les randonneurs. Alors, bien avant la construction de l'étang, en 1135, Saint-Bernard arrive à Bitsch pour rencontrer le duc de Lorraine, Simon Ier, et il lui propose, bien sûr, il parle croisade, et ensuite il lui propose la création d'une abbaye à Sturzelbronn. Le duc de Lorraine est tout à fait enchanté par cette idée. L'abbaye est immédiatement mise en chantier, la construction est mise en chantier. On termine en 1143, il arrive les premiers moines avec un abbé qui va les diriger. Ils font toutes sortes de corps de métier, ils font même de la formation professionnelle pour les habitants d'ici, maçons, enfin bref, tous les métiers. Et ils se mettent à défricher des parties de forêt, les terrains les plus plats comme ici par exemple, et à les mettre en culture. Et parallèlement à ça, compte tenu qu'ils ne mangent que du poisson et que de la volaille, ils partent donc dans la construction des étangs. Ils font des barrages sur les ruisseaux et c'est comme ça que sont nés beaucoup d'étangs dans le pays de Bitsch et dans la zone d'influence de l'abbaye de Sturzelbronn. Ouais, effectivement, Émile, parce que j'ai découvert un document de 1196 donc, qui confirme le don par Jean de Kirkel, seigneur de Waldeck, le château qui est juste à côté, qui donne beaucoup de forêts à l'abbaye et qui autorise les moines à faire construire l'étang d'Erbsental à la même époque. Voilà. Après, il faudra attendre 1736 pour voir le forestier Michel Gasser qui fera construire une scierie proche de cet étang.
Le ruisseau de la Zinzel, un peu plus loin, alimente ce magnifique étang destiné à l'élevage des carpes et des écrevisses pour les moines de l'abbaye. Ces moines qui possédaient une dizaine d'étangs dans les environs. Donc, à la Révolution, les biens des moines de Sturzelbronn sur le site sont confisqués. Et c'est une opportunité pour Henri-Guillaume de Kreutzer, administrateur du district de Bitche, qui est installé au château de Wolmester, qui acquiert l'ensemble du territoire en 1800. Son fils, Charles-Auguste, hérite de ses biens, de la scierie et de la ferme. Mais il ne va pas les exploiter. Lui-même, il va donc engager des fermiers. À la mort de Charles-Auguste, son fils Charles-Auguste Adolphe va prendre la succession. Mais lui, c'est un vrai gestionnaire. On l'appelle le baron. C'est un riche marchand de bois. Qu'est-ce qu'il fait? Il développe la scierie d'ici. Il en crée une autre à 500-600 mètres d'ici, sur Alsinsel. Il en développe une autre à Lischbach, à environ 4 km d'ici. Et en plus, il développe un four à résine au Harzhofen, qu'on appelle ça. Il construit ici une maison de maître, une maison pour le personnel, une serre, une glacière, et le tout dans un état d'entretien absolument parfait. Où nous sommes d'ailleurs ici. Nous sommes ici au milieu de ce domaine-là. Les gens d'Egelsart de l'époque appelaient ça un domaine merveilleux. Les allées étaient bien faites, il y avait des espaces verts, il y avait des gazons, il y avait des choses absolument merveilleuses. Lui, quand il meurt, sa fille, Hélène Julie de Kreutzer, va épouser Paul Bernard Dutreuil. Paul Bernard Dutreuil est député de la Moyenne. Pendant 6 semaines par an, la famille Dutreuil est autorisée par l'administration allemande, parce que nous sommes après 1870, à venir résider ici. En 1915, le domaine ici est placé sous scellé par les Allemands. Les Dutreuil ont été obligés de fuir en Suisse avec la complicité du maire et la complicité des 2 Dietrich, lesquels ils sont amis. Et de la Suisse, ils vont passer en France. Donc ça s'est assez mal passé. Il y a quand même aussi, Émile, des éléments de triste mémoire sur le site, hein, notamment des accidents. Tu parlais de cette fameuse Hélène, tu peux nous raconter l'histoire du bazar de la Charité? Oui, Hélène Dutreuil donc, a été brûlée vive le 4 mai 1897 dans ce célèbre incendie, ce triste incendie du bazar de la Charité à Paris, au milieu de plus de 120 personnes brûlées comme elle. J'ai aussi en mémoire, en 1862, il y a eu une petite fête et 2 jeunes d'une vingtaine d'années qui ont un peu abusé de la boisson sont morts à quelques pas de là. Et puis, il reste ce dernier accident en 1920. Un autre accident, c'est-à-dire, c'est la vicomtesse Lavorce André Quatresols de Marolles qui fait une chute mortelle depuis le rocher de Erbsenfels, à peu près 1,5 km d'ici, sur l'Erbsenberg. Elle était en visite ici, auprès de la famille Dutreuil, et elle décida d'aller se promener, avec sa fille d'ailleurs. Donc, elle a escaladé le fameux rocher célèbre rocher de l'Arche, emblématique du pays de Bitche, et elle a glissé. Elle s'est agrippée à un arbuste, et les arbustes dans le rocher ne sont jamais bien ancrés. Hein. Donc les racines ont cédé, elle est tombée dans le vide, elle est décédée. Et les journaux de l'époque en ont fait part de cette actualité. Sur le rocher, on voit encore une croix blanche dessinée sur le rocher.
les moines ayant une cense sur place et des habitants, et comme beaucoup de censes, il y a la construction d'une chapelle sur le site dont on n'a plus aucune trace dès 1394. Alors la sœur du propriétaire, qui s'appelait Malvina, a fait reconstruire la chapelle en 1859. En 1860, l'abbé Cordier obtient de la part de l'évêque l'autorisation de lire des messes dans cette chapelle. À l'issue de la guerre, en 1945, le domaine ici est totalement ruiné, détruit par les bombardements, par les combats entre Allemands et Américains. Et la chapelle, le seul bâtiment qui reste debout, c'est la chapelle. Mais naturellement, elle est en très mauvais état, elle restera en mauvais état pendant un certain nombre d'années. Et l'abbé Langenfeld, qui est né ici en 1902, il est curé à Saint-Louis-les-Bitches, il vient ici très souvent pour se ressourcer, c'est le milieu de son enfance. Il arrive ici et il fait l'impossible pour restaurer cette petite chapelle. Le 14 juillet 1973, il rencontre ici la famille Ulrich Ilkirch qui lui offre une statue de la Sainte Vierge à poser à l'intérieur de la chapelle. Il continue à travailler, il est presque là, presque toutes les semaines, avec des seaux, avec toutes sortes d'outils et toutes sortes de matériaux. En 1987, il répare la toiture, il fait réparer la petite cloche qu'il trouve sous la toiture. En 1989, les deux Dietrich refont les fenêtres et les vitraux. Finalement, il existe encore un lien aujourd'hui entre les moines du Moyen-Âge et la chapelle, le site d'aujourd'hui. C'est, vous l'avez compris, cette formidable chapelle qui présente des éléments gothiques que vous connaissez, à savoir une construction en grès, fenêtre à ogive, oculus devant, clocher en bois et tuiles plates. Un autre événement qui est venu endayer le site, nous sommes à quelques mètres de la chapelle, cette croix d'août 1859 qui rappelle la mort tragique d'un jeune garçon de 15 ans, Alphonse Desebeck, fils d'un propriétaire de Zweibrücken. Il est mort, on suppose, à la suite de la gestion de grumes qui étaient entreposées sur ce site. Finalement, riche d'histoire, comme on l'a évoqué ensemble, l'Erbsental, c'est quand même un site emblématique du pays de Bitche qui mérite d'être redécouvert. Maurice Dutreuil, gendre de Charles-Auguste Adolphe de Kreutzer, vendit en 1935 la propriété de la famille de Dietrich qui la céda plus tard à mademoiselle Claude de Rarcourt de la vallée de Pimaudan. On dit dans nos villages que récemment, cette propriété qui est constituée très majoritairement par des forêts a été rachetée par le Crédit Mutuel.